Devenir marchand de biens implique beaucoup de choses et surtout beaucoup de dangers associés, donc on va en parler maintenant. Le statut de marchand de biens t'amène à devenir professionnel de l'immobilier, avec tous les avantages et les inconvénients que ça comporte. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu deviens professionnel de l'immobilier? C'est que tu deviens commerçant. Donc soit tu le fais en nom propre, on va pas revenir sur les statuts possibles, comment en nom propre ou en société, mais dans tous les cas, au niveau de l'administration fiscale, tout sera mélangé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu seras considéré professionnel de l'immobilier dans le cas de ta résidence principale ou de tes investissements locatifs que tu as pu faire. Ça veut dire que en cas de problématique, si tes futurs acquéreurs, en tout cas clients, t'attaquent, tu seras considéré, même si tu l'avais fait à titre personnel, comme un professionnel, avec tous les risques associés. En plus de ça, on a déjà dû en parler, mais je préfère le repréciser, tu vas avoir le caractère habituel de tes arbitrages. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais que la requalification du marchand de biens t'amène, tu es requalifié en tant que marchand de biens quand tu as le caractère habituel, c'est-à-dire que tu le fais régulièrement, et que tu as l'aspect spéculatif des choses, c'est-à-dire que tu avais l'intention au moment de l'achat de faire une marge bénéficiaire. Le caractère habituel, qui pourrait être plutôt tranquille en disant j'arbitre une fois tous les ans, tous les 2 ans, mais le problème c'est que si à côté de ça tu fais des opérations de marchand, le caractère habituel y est à chaque fois. En plus de ça, si tu es là, c'est que tu fais souvent pas de mauvaises affaires, donc sans le vouloir, tu pourras avoir cet aspect spéculatif en fait. C'est-à-dire que tu vas clairement acheter, que ce soit en résidence principale ou que ce soit sur un investissement locatif, tu vas toujours acheter un bien où tu vas amener de la valeur, donc où tu vas forcément créer un prix mètre carré plus important qu'à ton achat, et du coup tu vas prouver que tu avais un intérêt spéculatif à ça. Alors, toi, au départ, tes spéculations, c'était pour avoir un rendement en face de ça qui était important, et c'est ok, sauf que l'administration fiscale ne le verra pas comme ça. Même si c'est à titre perso, quand tu es devenu professionnel de l'immobilier à côté, sache que tout sera mis dans le même pot. Alors là, on a parlé du mélange pro-perso, mais il y a aussi tout ce que, en tant que pro, tu devras faire. La première chose, c'est que tu auras un devoir d'information. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne peux pas cacher les choses à tes clients. Alors ça paraît bête ce que je dis, hein, tu vas me dire mais c'est pas possible, enfin, bien sûr qu'on va pas cacher les choses, etc. En fait il y a eu quand même beaucoup de sujets qui se sont vus là-dessus à cause de marchands de biens qui clairement qui n'auditaient pas le bien, qui vendaient le bien en l'état en disant c'est pas mes problèmes, etc. Sache que quoi qu'il arrive derrière, la garantie de vice caché tu l'auras pour toi. Il y a même eu des jurisprudences sur un bien qui a été vendu dans le cadre d'un projet locatif, ok, donc typiquement j'achète un appart de 50 mètres carrés, je te le revends 50 mètres carrés pour que tu fasses de l'investissement locatif. Derrière ça, l'acquéreur décide de faire une loi Malraux alors qu'elle pouvait faire que du déficit foncier ou du LMNP. Elle se fait redresser, s'aperçoit que elle n'avait pas le droit. Elle a attaqué le notaire a été débouté, elle a attaqué le marchand de biens, et le marchand de biens a été pris en considération et a été redressé dans le fait de son devoir d'information. Alors, ça te paraît très bête, mais qu'est-ce que ça veut dire et comment tu vas te protéger de tout ça? Ce qui est important, c'est à chaque fois de faire une petite note technique sur ce que tu peux faire et pas faire dans le bien immobilier que tu vas avoir vendu. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est de bien avoir fait tous les diags nécessaires. Alors, tu vas dire, de toute façon, aujourd'hui, on fait des diags pour tout, je suis obligé de les faire quoi qu'il arrive pour vendre, et donc je vois pas ce qui peut m'arriver. Ce que je t'invite à faire, sur des projets où tu te sens pas sûr, pas à l'aise, parce que tu n'as pas l'expertise métier, où tu n'as pas pu faire passer les bons artisans qui ont l'expertise et qui vont pouvoir te dire c'est bon, je suis passé, de faire une note technique, ça va être de faire ce qu'on appelle un DTG, un diagnostic technique global, qui va regarder tout le bâti clos couvert de ton opération. C'est-à-dire que demain, une fissure apparaît, etc. Tu auras pris un bureau de contrôle qui lui aura l'expertise, qui lui aura fait l'état, et qui dira, il est possible que dans 5 ans, il y ait une fissure, ou il est possible que dans 15 ans, on soit obligé de refaire la toiture, et combien ça coûte. Alors, normalement, tu vas me dire quand est-ce que c'est obligatoire, ce diagnostic, pardon. C'est obligatoire normalement que dans la création d'une copro, dans l'assainissement d'une copro dans lequel il y avait eu un arrêté de péril, ok, ou alors qu'elle était surendettée et que en gros la copro était en vrac, ou dans d'autres cadres un peu spécifiques, mais bon, c'est pas grave, là on est vraiment en train de se dire qu'on souhaite se protéger et avoir ce devoir d'information vis-à-vis de nos clients.
Là-dessus, toi, tu vas aussi avoir tes assurances obligatoires. Alors les assurances obligatoires, tu vas me dire c'est quoi? Tu vas avoir déjà les assurances sur les travaux. Alors les travaux, ça va être une assurance parfait achèvement, biennale, et décennale, et triennale. Alors, pareil, on va pas lister tout ce qu'on peut faire dans les assurances, parce que sinon on n'aura pas fini, mais vraiment il faut que tu aies en tête qu'il faut que tu maîtrises, dans le cadre de tes travaux, quelle garantie tu dois mettre en face de ça. Alors comment faire? La première chose, c'est de récupérer les documents d'assurance de tes entreprises. C'est quelque chose de primordial, c'est-à-dire que ça doit être joint, c'est-à-dire que tu fais tes travaux, tu ne payes pas la facture sans avoir obtenu les attestations d'assurance, et ensuite ça c'est joint à ton compromis de vente, c'est dans les annexes qui te permettent de dire, tu transmets la responsabilité des travaux que tu as effectués avec ton artisan à ton acquéreur, qui lui, quand il aura besoin de se retourner, fera appel à l'assurance, ou en tout cas à l'artisan qui était en face de ça. Et ensuite, on va souvent parler de dommages ouvrages en tant que marchand de biens. Alors, ça va pas être pour des petits travaux, mais par contre, dès que tu vas toucher aux aspects structurels de ton bâtiment, il faut que tu prennes une dommage ouvrage. Alors, qu'est-ce que c'est une dommage ouvrage? C'est ni plus ni moins qu'une assurance qui va, quoi qu'il arrive, rectifier le problème et ensuite mettre en responsabilité les assurances en dessous. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors pourquoi on l'apprend sur les aspects structurels? C'est-à-dire que typiquement, tu as une dommage ouvrage parce que tu as fait un mur en béton qui a séparé de logement, le mur en béton s'écroule, les gens ne peuvent plus se loger, l'assurance dommage ouvrage va reloger ces gens, va pas se poser de questions, il va faire ce qu'il faut pour que les gens, en tout cas, ou un commerce, va reloger l'exploitation pour que le commerce continue de tourner et se retournera après contre les assurances. Ok, ça permet d'avoir des délais, si tu veux, beaucoup plus courts et d'éviter que quand il y a des vraies problématiques de fond, que les assurances se renvoient la balle pendant 10 ans. Ensuite, le dernier point, ça va être ta responsabilité civile. En tant que professionnel de l'immobilier, elle est obligatoire. C'est-à-dire que toi, en tant que marchand de biens, tu te dois d'avoir une assurance en cas de problématique avec des tiers. Et dans tous les cas de figure, le banquier te demandera la justification de cette assurance pour l'ouverture de ton compte bancaire. Okay, donc c'est pas négociable, c'est pas quelque chose de très onéreux. Vers qui se tourner quand on veut ce genre d'assurance? Moi personnellement je travaille avec Verspiren, mais je sais qu'il y a aussi Prism qui est très très bien. En soi, encore une fois, tu es entrepreneur, tu prends les contrats, tu les analyses, tu regardes là où tu as la maîtrise du risque, là où tu l'as pas, et tu prends une décision par rapport à ça. Le dernier point, quand tu deviens professionnel de l'immobilier et que tu es marchand de biens, ça va être tous les risques de chef d'entreprise. Ça y est, là, tu as passé le cap. C'est-à-dire que comment tu quittes ton job, tu as soit profité du chômage pour la création d'entreprise, etc. Mais il y a un moment, ton risque, c'est de ne pas faire ta marge chaque année. Et donc, tu te dois de piloter ta société comme le piloterait un chef d'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement d'avoir des actions commerciales pour au moins arriver en fin d'année, parce que l'immobilier c'est long, avec des offres d'achat ou du stock en compromis ou du stock même acheté, à valoriser l'année d'après en termes de marge pour au moins atteindre ce qu'on va appeler ton point de suffisance. Qu'est-ce que c'est ton point de suffisance? C'est toutes tes charges, loyer, voiture, tes repas, etc., ton salaire, pour pouvoir t'assurer que en fin d'année 2022, tu as le stock nécessaire pour aller en 2023. Donc on en parle très peu souvent de ces risques-là, mais c'est ce qui fait le plus peur aujourd'hui. On a parlé des assurances, oui, ça se maîtrise, on peut contracter des choses, mais le vrai sujet, le vrai risque que j'identifie quand tu deviens marchand de biens à temps complet, c'est vraiment de devenir entrepreneur et de mettre les actions en place de pilotage de ta boîte pour pouvoir vraiment t'assurer de tenir ton point de suffisance chaque année. Ouais, exactement, c'est exactement ça, c'est-à-dire que surtout qu'en plus tu ne seras pas conseillé souvent par les notaires, etc. de le faire, mais tu dois le faire exactement de la même manière parce que en cas de problématique, on va savoir quel est ton métier, tout simplement. Donc le juge, lui, il va juste factuellement se dire « Non mais vous le saviez monsieur, point ». C'est ce qui paraît très logique en même temps. Tu as cette fameuse garantie de vice caché, qui aujourd'hui est vraiment utilisée à tort et à travers, mais toi, en tant que marchand, par exemple, je vais te prendre un cas très bête, il y a un marchand de biens qui a vendu son investissement locatif, c'était sur Rouen de mémoire, qui avait un immeuble de 3 lots, ok. Il l'a vendu en bloc, et en fait, 6 mois plus tard, l'investisseur se rend compte qu'en dessous, il y a de la mérule. Et investissement locatif, rien à voir avec sa société de marchand de biens,
dans le cadre du jugement, il a été requalifié en étant professionnel de l'immobilier. Et du coup, il a dû, alors qu'il vendait, et pourtant il vendait à un investisseur aussi, locatif, hein, qui n'était pas aussi professionnel que lui, et il a été redressé, il a été obligé de tout traiter, parce que malgré qu'il ne l'avait pas vu, tout simplement. Alors, cette garantie de vice caché est toujours compliquée de dire, ah mais si ça, est-ce que ça passe dans le vice caché, est-ce que ça passe pas dans le vice caché? Moi, il m'est arrivé aussi, à moi personnel, il m'est arrivé un truc où on devait refaire simplement le client devait refaire les cloisons, etc. En fait, il se décide de retaper la salle de bain, de tout péter. On s'aperçoit que le plancher, il y avait de l'humidité, que le plancher était un peu pourri. Ben, j'ai pris à ma charge la reprise du plancher. Voilà, c'est ça cette garantie, c'est de se dire, tu as de l'expertise, tu te dois normalement de contrôler un maximum. On fait des marges conséquentes. Quand tu t'aperçois de quelque chose que tu aurais pu voir avec un peu plus de contrôle, tu te dois de le reprendre tout simplement. Donc du coup, pour tout ça, ce qu'il faut, ça évolue perpétuellement. Ce que je t'invite à faire, c'est à t'abonner à la newsletter et à t'abonner à la chaîne YouTube, parce que on garde une veille fiscale, juridique là-dessus, qui te permettra de toujours être au courant des évolutions.